Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vox Teachers. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier parce que aujourd'hui, nous vous offrons une interview. Alors tout le monde va dire qu'on est un peu feignant, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a absolument rien posté. Mais pour fêter les 1000 abonnés, dans les cadeaux que nous avons préparés, nous vous proposons une interview avec une professeure de philo et auteure, Caroline Giraud. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis ravie d'être un cadeau pour les 1000 abonnés du coup. J'aurais dû peut-être prévenir avant. Ça te va ou tu veux qu'on recommence? Non, c'est bon, pas de souci. Non, Non, c'est rigolo. Non, mais très bien, c'est rigolo d'être un cadeau. tu es notre cadeau pour la chaîne. Voilà. Donc, écoute, Ça me fait très plaisir. merci d'avoir accepté cette interview en tout cas. Du coup, si on t'invite ici, c'est pour parler de non pas de ton activité de professeur, parce que tu as plusieurs casquettes. Tu es aussi auteur, donc tu es auteur de romans, mais aussi de ce qu'on appelle de la pop philosophie. Donc tu as écrit 3 livres, La philosophie de Kira qui part de Death Note, Philosophe Pikachu qui est ton dernier qui va partir de Pokémon, et enfin Il en faut peu pour philosopher. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les titres. Est-ce qu'on est bon? Non, c'est bon, On est bon. tout va Voilà. bien. Donc qui part cette fois-ci de Disney. Donc d'où est venue cette envie d'écrire des livres à partir de sujets comme Disney, Pikachu ou Death Note? Alors c'est assez rigolo parce que, à vrai dire, ça vient d'un jour où je me suis fait inspecter, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors en fait, bon, j'ai été inspectée dans le cadre de ma profession principale, en tant que prof de philo. Et j'avais fait un cours extrêmement classique, avec Platon, Descartes, Hannah Arendt, donc vraiment des références extrêmement classiques. Et l'inspecteur, à la fin, m'avait dit, bon, c'est bien votre cours, là, c'est très intéressant, là, tout ce que vous racontez, mais bon, les élèves, faut pas leur parler de Platon, il faut leur parler de Terminator, par exemple. Et donc, c'est ça qui m'avait lancé la première fois, parce que c'était un cours sur la technique. Et vers la même époque, j'avais vu le remake du Livre de la Jungle de Disney, qui est sorti, je crois, en 2016 ou 2017, et que j'avais trouvé très très intéressant justement pour la question de la technique, parce que pendant tout le film, on a donc Mowgli qui est dans la jungle et qui fabrique des objets techniques qui dérangent fortement les animaux, parce que les animaux lui disent, voilà, c'est pas naturel, on peut pas faire ça dans la jungle, c'est pas comme ça qu'on se comporte dans la jungle, c'est pas à la manière des loups. Et j'avais en plus écrit un article sur mon blog sur ce film. Et du coup, après le passage de l'inspecteur, je me suis dit, je vais peut-être introduire comme ça mon prochain cours avec un film, comme il me l'a conseillé. Et en parallèle, je me suis mise à écrire, donc c'est Il en faut peu pour philosopher, le premier que j'ai écrit, même si c'est pas le premier qui est sorti. Donc j'ai commencé comme ça à faire un premier chapitre du livre sur le livre de la jungle. Voilà, donc ça a été pour le tout début. C'est la première idée qui m'est venue. Ça n'a pas été publié tout de suite, celui sur Disney, parce que bon, je me lançais un peu dans la pop philo. Je savais pas trop si ce que je faisais c'était bien fait, donc du coup j'ai pas mal discuté avec un collègue qui écrit aussi de la pop philo, c'est Francis Métivier, l'auteur de Rock and Philo, avec qui j'ai pas mal discuté. Et entre-temps, pour faire le cours sur la politique, j'ai eu l'idée d'introduire, en passant un petit extrait de Death Note, l'animé, un extrait du 2e épisode où les 2 personnages disent « je suis la justice » et se considèrent l'un et l'autre comme la représentation de la justice, ce qui m'a permis, d'ouvrir mon cours sur la justice. Et comme ce cours aura plutôt bien marché, du coup, je l'ai développé un peu, et c'est comme ça que j'ai fait le livre entier sur Death Note, qui a été le premier que j'ai publié. Ok, alors depuis tout à l'heure on parle de pop philosophie, donc la pop philosophie c'est quelque chose qui est devenu un peu, voire beaucoup à la mode dans l'édition pour aborder la philosophie. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu définis ce qu'on appelle la pop philosophie? Oui, alors je vais commencer par dire ce que je n'appelle pas la pop philosophie, parce que bon, on est entre profs de philo, donc on va faire les choses correctement et bien distinguer les choses, parce que actuellement il y a une espèce de gros mouvement de confusion entre philosophie et développement personnel qui m'agace un peu. Donc je vais commencer par dire que ce n'est pas
du développement personnel. D'ailleurs, en parlant de ce qui m'agace un peu, je remarque dans pas mal de librairies, la philosophie se trouve dans le rayon développement personnel et c'est assez insupportable. Je pense que c'est pas que mon cas, on doit être plusieurs quand même Je à te être un peu rejoins. agacé par ça. Je te Oui, rejoins voilà. totalement. Donc déjà, voilà, première chose, le but c'est pas du tout de faire du développement personnel. Après, c'est pas non plus, comme on me demande souvent, chercher des trucs où il y en a pas. À aucun moment je suis là pour prétendre que les réalisateurs du Roi Lion avaient l'intégrale de Machiavel à côté d'eux au moment où ils ont fait le film. C'est pas le but. L'idée, c'est juste, bon, bah, la philosophie, voilà, c'est une réflexion sur des concepts et des abstractions qui peuvent paraître compliqués. Et l'idée, c'est de montrer que ça raconte pas n'importe quoi pour autant, mais qu'on peut illustrer par des situations concrètes ce qu'on explique en cours de philosophie. En fait, de la même façon que en cours, ça peut m'arriver quand quelque chose est compliqué, bah, d'inventer un exemple de situation pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Là, l'idée, c'est de prendre les exemples dans les œuvres de la pop culture pour pouvoir expliquer des thèses ou des concepts un peu compliqués, philosophie. Et j'essaie vraiment de me baser sur le programme de terminale pour que ce soit accessible et utile aux élèves. Ok, alors ça c'est une discussion comme ça, je précise qu'on avait eu en off. Hein, tu m'avais un peu repris en disant, ben attention, en fait on fait pas de la philosophie. Ça c'est très clair parce que en plus quand je me suis relu, je me suis dit mais je suis bête parce que c'est la première distinction que moi j'amène en cours aussi. Donc la pop philosophie, on est bien d'accord que c'est pas faire de la philosophie, mais c'est plutôt comme tu le dis expliquer des thèses à partir des œuvres, exactement comme on peut le faire nous en cours en disant, bah, comme tu le disais, Terminator, Death Note, Le Seigneur des Anneaux, Disney, etc. quoi. Et est-ce que tu veux approfondir un peu cette distinction-là? Parce que parfois j'ai l'impression qu'elle n'est pas claire pour tout le monde. Ok, tu peux reproposer la question par contre. Donc, ah oui, parce que faut savoir qu'on avait bien préparé les trucs, mais comme j'ai tendance à faire des sorties de route comme d'habitude, donc alors, tu tiens un blog, ça faut le rappeler. Du coup, on invite nos auditeurs à aller le visiter où tu fais des chroniques, des articles, tu parles de tes productions, etc. Et dans un article justement, tu précises que la pop philosophie n'a pas pour vocation de dégager le discours philosophique d'une œuvre, mais d'expliquer des thèses de philosophie à partir de ces œuvres. Du coup, voilà, quelle différence toi tu fais? Bon, après, je précise quand même que ça, c'est ce que moi je dis et que je fais. Hein. Je ne cherche pas à dégager le discours philosophique d'une œuvre. Il y a certains auteurs de pop philosophie, je pense, qui penchent un petit peu de ce côté-là, mais bon, moi, j'essaie pas de montrer à tout prix que n'importe quelle œuvre sortie de nulle part peut être un discours philosophique. Hein. Au contraire, je tiens vraiment à distinguer ce qui est proprement de la philosophie d'autre chose. Euh, alors, en fait, bon, si j'insiste justement sur cette distinction dans mon article, donc la distinction, je la rappelle, hein, l'idée c'est pas de montrer que l'œuvre en elle-même est philosophique, mais d'expliquer des thèses philosophiques totalement indépendantes de l'œuvre en les illustrant à partir des œuvres. Alors, si j'insiste sur cette différence, c'est parce que j'essaye absolument de déconstruire une idée reçue que je trouve terrible, que les élèves ont, mais pas que les élèves, que la philo, ce serait un débat d'opinion. Et dans ce cas, voilà, on a l'opinion de tel personnage dans l'œuvre populaire, et puis tel autre qui est pas d'accord, et ça y est, ils font de la philosophie parce qu'ils discutent entre eux qui sont pas d'accord. Donc je veux absolument sortir de ça parce que enfin, en tant que prof, en tout cas, c'est terrible parce que non seulement les élèves qui arrivent en terminale ont ce préjugé, mais en plus, il n'y a aucun moyen de le remettre en question jusqu'à la fin de l'année. On peut expliquer que c'est pas ça, ils continuent à croire que c'est ça, je sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie absolument de travailler. Donc ce que je veux absolument éviter, c'est un discours du type, voilà, Balou c'est Épicure. Et si en haut bac il faut citer Épicure et pas Balou, ben c'est juste parce que Épicure c'est validé par des gens, voilà, des gens un peu pompeux qui ont décidé que Épicure c'était bien et que Balou c'était mal. Donc c'est pas du tout l'idée. Hein. Je veux bien distinguer les deux choses. Balou, je considère qu'il a une opinion sur le bonheur. Et voilà, il pense qu'il en faut peu pour être heureux. Il explique un petit peu pourquoi, vite fait, mais bon, c'est surtout parce qu'il le sent bien comme ça. Et
Mais on peut prendre cette opinion et la poser comme thèse à démontrer de façon organisée, rigoureuse et rationnelle, ce que va justement faire Épicure. Donc c'est pour ça que je veux bien marquer la différence entre les deux. Je prétends pas que Balou est philosophe, parce que pour être philosophe, il faudrait qu'il y ait cette partie démonstrative, justement. Oui, alors ça c'est un truc pour clarifier parce que ce qui est important, dans ce que tu dis, on dit pas qu'il n'y a pas d'intérêt dans ces œuvres, on dit pas qu'il n'y a pas des thématiques qui les traversent, mais que c'est pas un discours philosophique à proprement dit. Et c'est ça la Oui, voilà. différence. Bien sûr, C'est je suis pas en train de dire que tout ce qui n'est pas philosophique n'est pas intéressant de toute façon. C'est pas parce que Balou n'est pas philosophe que Balou ne dit pas quelque chose d'intéressant. C'est pas ce que je veux dire non plus. Il y a beaucoup de domaines qui sont pas de la philosophie et qui restent intéressants quand même. Je veux juste bien définir en quoi ça consiste, parce que même si c'est mon travail d'auteur, je suis quand même très très axée sur l'enseignement, y compris à travers les livres. Voilà. Et pour reprendre, parce que alors c'est peut-être peut-être que c'est un travers dans lequel moi-même je tombe parfois quand j'écris ou quand je propose des travaux sur la chaîne. Mais voilà, c'est pas dire ben tiens là on a une œuvre qui est proprement philosophique. Une œuvre philosophique, ben c'est le discours de la méthode, c'est la République de Platon, c'est le système totalitaire d'Hannah Arendt, et que ces œuvres et que par contre des œuvres cinématographiques, des mangas, des comics, etc. peuvent soulever des problèmes, peuvent évoquer à demi-mot des thèses, mais on n'est pas du tout dans la démarche construite, rationnelle, argumentative, qui peut y avoir dans une œuvre de philosophie. Alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, réussir à faire comprendre que c'est pas juste balancer des idées comme ça et qu'il y a quand même quelque chose derrière. Il y a une raison qui fait que Épicure est un philosophe et pas Balou, quoi. Je veux vraiment insister là-dessus. Alors justement pour prendre comme exemple qui, je pense, c'est un exemple qui va peut-être montrer ben, les deux pendants de la pop philosophie. Dans ton article justement tu cites le livre de Marianne Chaillan que j'avais comme Harry toi Potter. voilà, découvert avec Harry Potter à l'école de la philosophie, qui va dans une première partie faire exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire venir soulever des thèses, des thématiques philosophiques à partir du livre, et qui dans une deuxième partie par contre va essayer de construire un discours philosophique de l'œuvre. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé de ce Harry Potter, l'école de la philosophie, en sachant que Marianne Chaillan, je précise au passage, c'est une des auteurs les plus connues de pop philosophie. Hein. Elle a fait Harry Je Potter. pense qu'on peut dire que c'est l'auteur la plus, enfin, c'est vraiment une grande référence en pop philosophie quand même. Mhm. Elle a travaillé sur Game of Thrones. Elle a écrit la playlist des philosophes, et je dois sûrement en oublier certains parce que j'ai pas Oui, il y a le tout. dernier s'appelle In Pop We Trust, je crois. Il y a plusieurs, c'est un chapitre par série ou film. Elle en a fait un sur Disney aussi. Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Ok, il y a un marché chez Disney en fait. C'est un peu embouteillé quoi. En fait, le livre est sorti un mois avant le mien, je crois, celui sur Disney, qui n'est pas forcément un mal, hein, parce que du coup, ça a fait une dynamique. En découvrant l'un, les gens ont commencé à s'y intéresser, ça a mis le mien en avant un petit peu, donc c'est pas plus mal qu'on ait sorti en même temps. Et alors toi, qu'est-ce qui t'avait plu et peut-être déplu dans son travail? Alors pour celui sur Harry Potter, vraiment, il y a peut-être l'effet nostalgie parce que bon, c'est un des premiers qui est sorti probablement. C'est le premier que j'ai lu. J'ai découvert cette idée de pop philosophie grâce au livre sur Harry Potter et je l'avais vraiment vraiment apprécié, que ce soit l'une ou l'autre partie d'ailleurs. Donc il y a effectivement une première partie où elle va soulever un problème. Bon, j'ai plus le livre parce que je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu prendre des exemples, voire peut-être lire un passage. Mais je me souviens notamment de rapprochement entre le mythe de Gigès qui se met à désobéir à la loi dès qu'il a le pouvoir de se rendre invisible, et Harry Potter dès qu'il a sa cape d'invisibilité, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va à l'endroit où il n'avait pas le droit d'aller avant. Donc voilà, des rapprochements que j'ai trouvé très sympa à faire comme ça, parce qu'en le lisant, je me mettais vraiment dans la peau du prof qui se dit ouais, comment faire retenir ce que je suis en train d'expliquer aux élèves, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais trouvé très sympa.
Il y avait aussi un rapprochement entre Sartre, enfin la thèse sur la liberté de Sartre, hein, le fait qu'on est toujours libre de choisir qui on devient et que notre identité n'est jamais figée, avec Harry Potter qui choisit consciemment d'aller à Gryffondor plutôt que Serpentard. Voilà, je me souviens de ces deux exemples, mais bon, j'ai plus le livre, donc je sais pas trop pour ce qu'il y avait d'autres. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Et il y avait effectivement une deuxième partie qui était sur la réflexion interne à l'œuvre, et notamment l'image de la mort, qu'il y avait, la mort elle-même et l'attitude face à la mort, qui était une réflexion sur l'ensemble des œuvres. Mais je me souviens avoir aussi beaucoup aimé ce passage-là parce que bon, elle le présentait pas en disant c'est extrêmement philosophique. Elle montrait juste le Mhm. questionnement qu'on pouvait avoir à la lecture. Et non, je trouvais ça très intéressant. Après, effectivement, sur les livres suivants où il y a des choses qui m'ont un petit peu plus, un peu déplu. Enfin, notamment le dernier que j'ai lu, en fait, c'est la playlist des philosophes. Et j'avoue qu'il m'a un petit peu agacé à des moments parce que même s'il y a beaucoup de contenu que j'ai trouvé très intéressant, d'ailleurs je compte faire un cours où je reprendrai un cours sur le travail parce que sur le travail notamment elle analyse le Poinçonneur des Lilas de Gainsbourg où il changeait la vie de Goldman qui sont opposés sur la vision du travail, donc plusieurs de ces remarques que j'ai l'intention de reprendre en cours, hein, donc j'ai quand même bien aimé. Mais disons que les chapitres finissaient souvent par oui, c'est très très philosophique la chanson française, et puis quand vous écoutez Christophe Maé, vous faites de la philosophie, hein, faut pas croire. Et bon, ça, je franchement pas d'accord avec cet avis-là, même si le contenu est intéressant. Après, je me souviens que dans l'introduction de ce livre, elle passait un temps à expliquer que ses collègues se moquaient d'elle quand elle faisait le livre, donc peut-être qu'il y a eu un effet. Je veux absolument montrer que c'est intéressant, mais ça donnait l'impression qu'elle croyait pas vraiment à ce qu'elle disait, quoi, pour avoir besoin de marteler comme ça que c'est très très philosophique Lara Fabian et Christophe Maé, quoi. Mm. Après, ça, c'est un truc. Alors ça, on pourra en discuter. Hein. Je sors un peu du cheminement que j'avais prévu, mais en fait, c'est vrai que la pop philosophie en termes éditorial, c'est plutôt ça marche plutôt pas mal. Mais dès que tu vas, on va dire, sur la sphère de la ce qu'on pourrait appeler un peu en rigolant la haute philosophie, c'est-à-dire la production philosophique en tant que telle ou la philosophie universitaire, bah c'est vrai que ça a pas très bonne presse, quoi. C'est Non, oui, bon, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, mais ouais, mais enfin, est-ce que la solution c'était vraiment d'essayer de marteler que Christophe Maé est hautement philosophique? Je suis pas sûre non plus que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est vraiment contre ce discours que j'essaie de travailler parce que même si bon, je vois très bien que chez elle, il y a une volonté de réhabilitation de la pop culture que je trouve très bien, et d'ailleurs, je partage totalement cette volonté. Moi aussi, en instance, j'essaie de montrer que la pop culture, c'est... Pardon, du coup, on va reprendre. On a eu un petit problème technique. Donc, on parlait de la réhabilitation de la pop philosophie ou de la culture populaire. de la culture, ouais, de façon générale. Par contre, je sais pas à Alors, quel moment ça a coupé, s'il faut que je alors, répète quelque chose. alors, on était justement, t'étais parti sur la réhabilitation de la culture populaire, et c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté. Ah Alors, ouais, on mais avait j'étais fait. en impro total, là, je sais plus du tout ce que je disais. Ouais, c'est comme en cours quand on est interrompu par Jean-Kévin au fond qui vient de lancer une craie. Moi aussi ça me fait. Du coup, bah, on disait que, en tout cas, il y avait une volonté authentique chez Marianne Chaillan de réhabiliter la culture populaire, d'y Oui, voir quelque et je chose. disais que j'étais d'accord avec ça. Voilà, Enfin, je crois que j'étais en train de dire que j'étais d'accord avec ça, mais que je trouvais que c'est peut-être un petit peu extrême comme façon de faire. voilà. Mais en tout cas, moi, j'avais découvert l'école de la philosophie que j'avais trouvé assez brillant pour le coup, et les deux parties pour le coup. Game of Thrones m'avait peut-être un peu moins convaincu, même si je le trouvais pas inintéressant du tout. Notamment dans des idées à exploiter. Après, j'avais pas lu la playlist des philosophes, mais je sais que j'avais une élève qui le lisait et ça lui avait beaucoup plu. Donc, Oui, après, dans le contenu, moi, c'était vraiment la forme, hein, pour la playlist des philosophes. C'est vraiment ces répétitions de vouloir se justifier qui, moi, m'a donné le sentiment qu'elle croyait pas vraiment à ce qu'elle disait, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de répéter 20 fois par page que tel chanteur est un grand philosophe, c'est que je crois peut-être pas trop, quoi. Après, bon, celui sur Game of Thrones, je l'ai pas lu parce que je n'ai pas vu Game of Thrones.
pourras le couper au montage comme info, c'est pas du tout intéressant. Non, c'est pas grave, Et non. on n'est pas à ça ici. On n'est pas comme ça. Bon. Par contre, j'avais lu celui sur Disney, du coup, comme c'était le concurrent principal, hein. Et non, bah, j'avais bien aimé. Après, celui sur Disney, mais bon, moi, j'avais pas pris la même façon d'aborder le problème, puisque moi, j'avais choisi 5 films que j'avais analysés dans le détail, et elle avait plutôt fait quelque chose de plus mélangé. C'était plutôt par thème, quoi. On va dire, elle prenait d'abord le désir et disait, bon, on va voir les représentations du désir dans différents Disney. Donc non, c'est très différent. Après, j'ai trouvé ça sympa, du coup, puisque comme c'était très différent du mien, ça permettait de bien compléter. Voilà. Non, mais globalement, j'aime bien, hein, Marianne Chaillan. Hmm. C'est juste que c'est le dernier que j'ai lu, la playlist des philosophes, donc il est bien dans ma tête et il m'a dérangé, mais sinon, globalement, j'aime bien. Ok. Et du coup, alors, la question qui suit, hein, c'est est-ce que tu aurais d'autres livres de pop philosophie, à part les tiens que l'on recommande bien naturellement, à proposer à la lecture, qui t'ont toi bien plu ou qui te semblent intéressants? Oui, oui. Bon, bah, je vais vraiment réinsister sur Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne, qui est vraiment, il est vraiment très très bien. Je vais dire sur ce film. Bah, après, je proposerais bien Rock and Philo de Francis Métivier. C'est assez sympa, c'est plutôt carré et c'est complet. Et en plus, bon, à l'époque, quand il y avait encore des concerts, il faisait des philo-concerts où il chantait justement une chanson et après il expliquait un auteur en lien un petit peu. Et c'était vraiment très très sympa. J'avais été en voir quelques-uns. Et j'avais bien aimé le principe. Et alors après, pour pas citer que des collègues français, je voudrais parler aussi de Stephen Mumford pour ceux qui aiment bien le foot. Il a écrit ça s'appelle Football, la philosophie derrière le jeu. Et celui-là, j'ai vraiment trouvé super sympa parce que à des moments, il expliquait même des procédés argumentatifs en disant voilà tel argument, faut correctement le placer de la même façon qu'un joueur sur le terrain, si on le met pas là où il est bon, bah c'est peut devenir mauvais. Enfin, il y avait cet aspect-là en plus qui était quand même assez rigolo et que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est Ok. les 3 principaux que je voulais citer. Ok, bah c'est déjà pas mal. Bah maintenant, bah je te propose qu'on parle de tes livres à toi. Du coup, t'en as publié 3. Du coup, alors on va parler des 3, mais voilà, j'ai quand même cette question à poser. Pourquoi Pokémon? Alors, c'est vrai que en préparation, tu m'avais annoncé que ça te semblait évident de parler de Disney et Death Note. Je voudrais dire quand même, c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont quand même surpris aussi par les 2 premiers. Mais bon, soit, hein, je vais parler de Pokémon. Alors, Pokémon, c'est le dernier que j'ai écrit. Et je pense que, bon, voilà, j'en avais déjà fait 2. J'aimais bien le système. En plus, ça marche plutôt bien. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire de la pop philo parce que, bon, je vais faire un petit aparté, mais en fait, je déteste écrire. Enfin, disons que je déteste la rédaction. J'adore, voilà, réfléchir, trouver des sujets, réfléchir à la structure. Ça vaut aussi pour mes romans, hein, c'est la partie que j'adore. La rédaction, je déteste ça. Et voilà, la partie relecture, j'aime bien aussi. Et du coup, la pop philo, bah, c'est pratique parce que bon, le gros du travail, c'est quand même dans la réflexion et dans la construction du plan. Donc après, la rédaction, ça va plus vite. Donc voilà, bon, quand j'ai eu l'idée Pokémon, j'étais déjà dans cette vague-là. Donc je pense qu'au fond, ça faisait 2 ans que le dernier était sorti et je me disais, il faudrait que j'arrive à en trouver un 3e sujet. Et alors, je pense que ce qui m'a vraiment donné envie d'en parler, non, je sais pas, c'est le fait que les gens, ils ont l'impression que c'est pour les enfants. Et alors, c'est d'autant plus surprenant que parfois, il y a des gens qui vont reconnaître que Disney, voilà, c'est aussi pour les adultes, il y a des choses intelligentes, mais pour Pokémon, voilà, je sais pas pourquoi ça passe pas. Et pourtant, enfin, Pokémon, c'est quand même un univers extrêmement riche, hein, déjà d'un point de vue mythologique. Bon, je le savais pas forcément avant, mais maintenant que j'ai dû faire les recherches, je m'en suis rendu compte. Il y a des inspirations, bon, de mythologie japonaise, évidemment, mais aussi des inspirations gréco-romaines, nordiques, bibliques. Après, d'un point de vue politique, il y a des réflexions sur l'esclavage, sur les droits des animaux, sur le sport. Et là, je suis vraiment pas en train d'extrapoler parce que c'est vraiment des questions qui sont posées explicitement, notamment dans les jeux, notamment dans le jeu Pokémon Noir et Blanc.
où l'antagoniste, c'est des gens qui se présentent comme des défenseurs des droits des Pokémon et qui veulent absolument les libérer parce qu'ils trouvent ça totalement immoral de capturer des créatures pour les faire combattre. Donc c'est vraiment des questions qui sont posées explicitement. C'est même pas moi qui ferait un rapprochement un petit peu douteux avec ces questions politiques, quoi. Et alors, donc non seulement il y a la question dans les jeux, et après, au niveau des mangas que je suis justement en train de lire, parce que moi, je suis du genre à d'abord écrire un livre et ensuite lire le manga qui correspond à ce que j'ai écrit. J'ai lu Death Note après avoir écrit le livre aussi. Mais bon, en lisant Death Note, j'ai constaté que l'anime était très fidèle, donc ça, j'ai rien à redire sur ce que j'ai écrit. Mais bon, donc je suis en train de lire les mangas Pokémon, et alors là, non seulement il y a des scènes très violentes, mais ça va jusqu'à des références à la pédophilie. Bon, imagé évidemment, mais pour un lecteur adulte, hein, c'est extrêmement clair. Voilà, donc je crois que j'avais une volonté un peu de sauver Pokémon, parce que à part les geeks, tout le monde pense que c'est pour les enfants. Et je regrette pas du tout, parce que maintenant que je m'intéresse à la profondeur de Pokémon, donc je vais jusqu'au manga que je suis en train de tous lire. Enfin, je suis en train de tous les lire, et là vraiment, enfin oui, je vois vraiment des choses extrêmement violentes et complexes, même si ça apparaissait déjà dans les jeux. Donc voilà pour Pokémon, puisque c'était ta question. Après, si tu veux que je parle un petit peu des deux autres quand même, Ah, parce que ça te mais bien semble sûr. évident, mais bon. Alors Death Note, ça me semblait évident, et Disney, d'une certaine manière, ça me semblait évident aussi, parce que, alors, suivant les films, il y a quand même des thématiques qui sont extrêmement intéressantes. Moi, je repense, alors, c'est une vidéo qui avait été faite par il y a un YouTuber qui s'appelle Bolchegeek, qui m'avait ramené vers le bossu de Notre-Dame, et je l'ai revu avec des yeux d'adulte, et je m'étais étonné en le revoyant de tout ce qu'il charriait comme thématique, comme message, comme ambiguïté, et même Bon, le après, bossu de Notre-Dame vient quand même, enfin, est quand même inspiré d'une œuvre qui a déjà beaucoup, beaucoup de thématiques, quoi. voilà, c'est ça aussi. Il y a quand même Victor Hugo Même si derrière, c'est quoi. très librement adapté, très, très librement adapté. Bon, il y a quand même la question du désir, le fait de vouloir refouler ses désirs qui est toujours présent, la peur de l'étranger qui est toujours présent, mais bon, ça reste, voilà, ça reste inspiré de Victor Hugo quand même. Mm, mm. Non, Et mais après, l'exemple que je prends souvent, parce que les gens, souvent, quand on commence à parler de philosophie et de Disney, on parle souvent du Roi Lion, mais mm, voilà, il y a plein de questions politiques dans le Roi Lion. C'est vrai que moi aussi, ça me semble assez évident, même si je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde non plus. mm, mm. Enfin, en tout cas, moi, avec mes yeux de prof de philo, ça me semblait évident. Du coup, parle-nous de Disney, du coup. Parle-nous de ton livre sur Disney, du coup. Qu'est-ce qui t'a Oui. déjà Bon, plu? oui. Alors, du coup, tu disais que tu avais pris 5 films, du coup. C'est lesquels que tu as choisis, du coup? Alors, donc le livre de la jungle, hein, pour l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure avec l'inspecteur. Le Roi Lion, qui me semble vraiment. Après les 5 films, j'ai pas réfléchi, hein. J'ai pris les 5 premiers qui me venaient et ceux qui me semblaient justement les plus évidents. Donc le Roi Lion, La Belle et la Bête. Il y en a pas 5 en fait, il y en a 6 parce que là j'en ai encore 3 qui me viennent. Donc c'est Mille et une pattes, qui est moins connu mais que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Aladdin et Maléfique. Ok, Donc le remake en film centré sur Maléfique. Donc il y en a 6 en fait. d'accord. Et du coup, c'est les 6 qui, toi, te semblaient évidents pour un traitement philosophique Oui, ou... oui, voilà, vraiment. Oui, voilà, le livre de la jungle, vraiment, c'est le remake en film. La première fois que je l'ai vu, mais j'ai tout de suite pensé au sujet de la technique et surtout qu'il y a des modifications, enfin des parties pris que moi j'ai beaucoup aimé, qui ont été pris dans le film, notamment à travers Baloo, comme j'en parlais tout à l'heure. Baloo qui est plus du tout dans l'optique, il en faut peu pour être heureux, mais qui exploite complètement Mowgli pour qu'il ait le maximum de bien possible, parce que justement son bonheur se trouve dans le matériel. Donc c'est extrêmement différent. Après, bon, il y a clairement une grosse référence à Prométhée, au mythe de Prométhée, puisque Mowgli à la fin va voler le feu pour se défendre contre le tigre. Voilà, donc celui-là, il me semblait vraiment totalement évident. Bon, après, le Roi Lion, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, hein. Quand il y a des questions politiques, tout de suite, ça devient tout de suite. Enfin, beaucoup de choses à dire dessus. Euh, Maléfique, pareil, c'est comme c'est un remake, il y a quelque chose qui a été rajouté.
Et du coup, ça devenait intéressant de se demander pourquoi ce rajout. Donc là, c'était plutôt sur la question du mal. Pourquoi elle devient méchante? C'est vraiment quelque chose qui a été posé dans le film, quoi. Avant, enfin, Maléfique, c'est vraiment le méchant emblématique de Disney qui est juste cruel pour être cruel. Je suis en train de travailler justement sur la représentation du mal dans Disney. Ça devrait être mon prochain livre de pop philo. Et là, c'est devenu un personnage qui était gentil au départ et qui est devenu méchant parce qu'il a souffert, parce qu'il veut se venger, etc. Voilà. Après, il y avait quoi d'autre? Donc, Mille et une pattes. Bon, là, c'était pour la question du travail et de la servitude volontaire. Hein, ça me semblait aussi assez évident puisque il y a les fourmis qui travaillent pour le compte des sauterelles. Les sauterelles qui sont beaucoup plus faibles puisqu'elles sont moins nombreuses, donc qui pourraient se faire dépasser, mais bon, les fourmis travaillent quand même. Voilà, avec le petit personnage qui se révolte et qui est plus d'accord. Donc ça me semblait aussi assez intuitif de parler de ça. Les deux derniers, donc Aladdin et La Belle et la Bête. Bon là, je pense que c'est juste du goût personnel. Je pense que je voulais absolument qu'il y ait Aladdin et La Belle et la Bête. Donc du coup, j'ai cherché comment en parler. Ok. Mais bon, il n'empêche que dans La Belle et la Bête, il y a plein de choses. Hein, pas de, je me suis pas trop forcée pour trouver quoi dire dessus non plus. Mhm. Mais tu sais qu'il risque d'y avoir un débat en commentaire sur Mille et une pattes, Disney ou Pixar. Hein. Je dis ça, Oui, bon, c'est vrai. j'antifie. J'antifie. Non, mais c'est... ok, De toute façon, maintenant, ils sont ensemble, donc oui, c'est pas grave. c'est ça, c'était racheté. Maintenant, c'est produit par... Oui, C'est maintenant, Disney qui a les ça a été droits. racheté. Du coup, Voilà. techniquement, on est bon. Oui. Et alors sur Death Note, qui est un peu la... qui en fait, quand t'as un prof de philo qui lit des mangas, je pense que quand je t'ai dit c'est évident, je pense que voilà, si t'es professeur de philosophie et que t'as envie de parler de prendre un exemple pour parler de la notion de justice, Death Note c'est le premier qui te vient à l'esprit parce que déjà c'est un manga qui est extrêmement populaire là, qui avait complètement explosé dans les années 2007-2008. L'anime c'est quand déjà? Je sais plus. Je sais pas non plus, parce que moi, en fait, à vrai dire, je l'ai découvert grâce au film japonais qui date de 2006. Donc, je pense que Ouais, donc l'anime vient un petit ouais peu avant. 2006, ouais c'est 2006. Hmm. C'est ouais, je te Ah, ça doit être par là, ouais, en même temps que le film. ouais. Du coup alors là ça pourrait faire un débat. Est-ce que c'était la meilleure entrée le film japonais? Et sans doute pas, mais bon, comme c'était pas vraiment dans ma culture, on va dire, de regarder des animes ou de m'intéresser aux mangas, je pense que je serais vraiment jamais tombée dessus si ça avait pas été par le film. Donc c'est pas plus mal. Et bon, j'ai vraiment regardé ça totalement par hasard. J'étais chez mes parents, je trouvais dans le placard de DVD à revendre de ma mère. Euh, j'ai lu le résumé, je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant cette histoire, quelqu'un qui veut éliminer tous les criminels, je vais regarder ce film. Et même si j'avoue qu'on va dire que c'est pas très bien joué, ça a été quand même une énorme révélation quoi. Quand j'ai vu l'histoire, le déroulement de l'intrigue, etc. Ça a été vraiment voilà. Bon, maintenant que je revois le film après avoir lu le manga, c'est clair que c'est peut-être pas la meilleure entrée en matière. Mais bon, il n'empêche que voilà, sans aucune connaissance de ce que pouvait être Death Note, c'était quand même Mhm. une très bonne façon de tomber dessus. Ça m'a quand même fait m'intéresser au manga derrière, quoi. Ce qui aurait probablement pas été le cas si j'étais tombée en premier sur le film de Netflix. Ce film n'existe pas. Non, mais alors, ce film n'existe pas, mais je vais quand même faire l'avocat du diable et lui trouver un petit intérêt, Oula. vraiment tout petit. Ah oui, vraiment un tout petit. C'est que j'ai trouvé un truc intéressant, c'est la façon dont une histoire de culture japonaise a été totalement américanisée. Et j'ai quand même trouvé ce procédé fascinant, quoi. Parce que voilà, on a un personnage Light qui est vraiment, là, c'est la représentation de la raison et du rationnel. C'est un brillant élève, il ne fait ça que dans un but rationnel parce qu'il veut construire une société juste. Et ça, j'ai l'impression que pour les Américains, c'est pas possible, quoi. Ce personnage ne peut pas exister, donc ils ont transformé ça en un Light qui veut se venger parce qu'on a tué sa mère. Et voilà, cet aspect-là, je l'ai trouvé quand même assez fascinant, même si après, dans ce film n'existe pas, je suis d'accord. J'avais complètement oublié cet aspect de l'adaptation.
Mais complètement. Parce que ça, Bah, bon, moi j'ai oublié tout le reste après parce que c'est le seul truc qui m'a marqué. Mais non, ah, mais oui, ça et le jeu d'acteur absolument désastreux quand Ryuk apparaît pour la première fois et qu'il oui, ça. hurle. Enfin, je crois que c'est classé genre juste devant, juste derrière Dragon Ball Evolution, je crois en termes d'adaptation. Mais euh, mais alors tu vois, ça c'est un débat intéressant alors, je sais pas si on l'aura ici ou pas, mais des intentions de Light Yagami qui peuvent être interprétées de différentes façons dans le manga, c'est-à-dire que est-ce qu'il essaye de créer un monde de perfection juste, est-ce que c'est juste l'application d'une rationalité Ouais. ou est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Soif méga du pouvoir quand même. soif Oui. de pouvoir, mégalomane, ben finalement je suis un être qui mérite d'être vénéré, je suis supérieur aux autres du coup ben de par ma rationalité et parce que je suis le meilleur, ben je vais décider pour les autres alors je dis ça un peu à l'arrache, hein, mais je pense il y a vraiment un truc Mais à la après fin. j'en parle. Enfin j'ai relu un petit peu. Enfin j'ai resurvolé mon livre avant de venir pour au cas où on me poserait des questions sur ce que j'ai écrit parce que bon ça date quand même de quelques années maintenant. Et oui je parle de cet aspect aussi. Le fait qu'il y ait un côté soif du pouvoir, évidemment, en plus de la rationalité, mais il n'empêche que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible pour un public américain, vu ce qu'ils ont fait Mhm. derrière. Mhm. Et du coup, je trouve ça quand même assez intéressant. Bon, après, même si le film est nul, je veux dire, il y a quand même la vision qu'ils en ont transposée dans leur culture. Surtout que bon, pour reparler de Pokémon, quand on s'intéresse un peu à Pokémon et à son passage aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui ont été censurées ou modifiées parce que ça passait pas du tout dans leur culture, quoi. Donc, ce point-là, je trouve quand même très intéressant. Mhm. Et ben même un personnage comme elle, on se rend compte que c'est un personnage qui pour les Américains tend à les ben il y a aussi une grosse refonte du personnage. Parce qu'il y a un moment justement à la fin du film où il pète un plomb, il prend un pistolet pour aller tuer Light, alors que on voit très mal le personnage Oui. faire ça dans l'œuvre originale en fait. Oui, enfin, je me souviens plus très bien parce que elle, j'avoue que bon, c'est vraiment mon personnage préféré dans Death Note et ils l'ont pas respecté dans le film. Totalement pas. Alors, je crois que j'ai refoulé tout ce qui touchait à elle dans le film. Avec aussi ben le côté ben pour le coup elle qui est un personnage qui est très ambigu aussi, qui est très ambivalent parce que ben finalement lui aussi il est tenant d'une certaine rationalité, très conséquentialiste finalement parce que il est prêt à tout pour que la justice triomphe, voire à bafouer les droits premiers des individus, c'est-à-dire les mettre sur écoute, les incarcérer sur un doute ou un truc comme ça quoi. Et du coup on a une confrontation de personnages qui est hyper intéressante dans les thématiques. Ouais. Bon, après, il y a le fonctionnement du Death Note et toutes les règles et tout ce que ça amène qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, tu as lu la suite qu'ils ont... Il me semble qu'ils ont commencé une suite. Ils ont fait quelques nouveaux chapitres avec de nouveaux personnages. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non, pas du tout. Mais Moi, la seule chose hors Death Note manga que j'ai lu, c'est le roman. Comment il s'appelle? Il y a eu un roman spin-off qui est sorti à un moment centré sur, enfin, qui se passe avant, centré sur la Naomi Misora, qui résout une enquête avec elle. C'est très rapidement évoqué dans le manga et il y a eu un petit roman qui est sorti qui était assez sympa aussi où on retrouvait l'ambiance enquête très compliquée avec des gens très très intelligents où c'est beaucoup trop compliqué pour nous mais on suit quand même. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout, mais après non, j'avais pas entendu parler de une quelconque suite. ok. Du coup, est-ce que du coup là on a fini à peu près ce que je voulais te demander. T'as des trucs que tu veux rajouter par rapport à à ce que tu abordes dans tes livres ou des points qui te viendraient à l'esprit, des choses qu'on aurait oubliées? Euh, je pense pas plus que ça. Euh, Alors du coup, sinon, est-ce que du coup, on va parler du coup de tes lectures. Est-ce que tu lisais beaucoup de mangas ou pas parce que non, tu pas du tout. Je m'y mets seulement maintenant. J'ai commencé avec Death Note, je continue avec Pokémon et je découvre. Ok, du coup, t'avais jamais lu de manga Non, auparavant, t'avais jamais touché à ça
ou même pas Non, que mais bon, c'est pas trop tard pour s'y mettre, hein. non, c'est jamais trop tard. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que j'ai remarqué que Death Note était souvent une bonne porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas trop le manga en fait. T'es pas la première personne que je connais qui est Ouais. entrée par cette voie-là. Alors sûrement parce que ça Bah doit ça... bon. Bah après, c'est très populaire, hein, donc sûrement. Enfin, Oui, c'est un des mangas les plus bon, je l'ai dit tout à populaires. l'heure, c'était ouais, c'est extrêmement populaire. Bah après, quelle que soit la qualité du film, le fait que ce soit sur Netflix, ça a dû attiser la curiosité de plusieurs personnes. Donc je pense que malgré tout, ça a joué un petit peu et ça a peut-être pas fait que du mal, hein, ce film. Après, c'est un truc qui est très populaire sur Internet. Oui. Quand tu tapes manga, t'es sûr que dans les 5 premiers comptes titres, il y a des chances que tu aies Death Note et c'est devenu un phénomène, un mème. Karaki Agami, c'est devenu un running gag, notamment pour les fameux passages de rire maléfique ou de Oui. ou le passage des chips qui pour moi reste un des passages les Oh plus oui, les emblématiques chips. comment manger des chips avec classe. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en jetant c'est complètement inintéressant ce que je dis, mais en jetant un petit coup d'œil, je me rends compte que c'était Tetsuro Araki qui était réalisateur sur l'animé de Death Note, et c'est justement le réalisateur de l'adaptation de l'Attaque des Titans. Comme quoi, enfin le manga sur lequel je travaille, du coup, tout est lié. Ouais. Euh, voilà, voilà. Les élèves m'ont parlé de l'attaque des Ticotans. J'ai pas encore commencé à regarder, mais j'ai vu effectivement que tu avais fait plusieurs vidéos dessus. Je crois qu'il va falloir que je m'y mette. Alors j'ai fait des vidéos et je suis en train d'écrire un livre justement dessus. Voilà. Ouais, bon bah va falloir que je m'y mette alors. Bah moi je te conseillerais Oui, oui, de. des élèves m'en ont parlé. J'ai dit le mot titan en cours pour parler de Prométhée justement, et pas pu faire cours après parce qu'ils se mettaient à tous éclater de rire quand je disais le mot titan à cause de ça. Donc voilà, Bah, voilà, je pense qu'il faut que je regarde, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi ça les met dans un état pareil que je dise le mot titan. J'ai dû euh, finir tout mon cours en disant divinité pour être sûr. Alors bah pour le coup je te conseillerais vraiment de commencer par les mangas et après de parce qu'il y a quelques trucs qui peuvent l'anime est très 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 populaire mais il y a des petits problèmes d'adaptation sur certains points je trouve mais là c'est pareil hein, tu trouveras une machine à thèse philosophique assez conséquente quoi. Bah d'ailleurs si je devais t'en conseiller un autre c'est Full Metal Alchemist qui pour le coup est très très intéressant aussi. Pour le coup sur la technique tu trouverais plein de trucs à dire notamment sur la science. Mm. Bah c'était un peu l'anime que Ouais, mais c'est vraiment des super thèmes, hein. Technique, science, après, c'est vrai que ça revient souvent, au cinéma, et bon, de toute façon, c'est des super thèmes, hein. hmm. Surtout quand on aime bien la science-fiction et les choses comme ça, donc forcément, c'est un thème qui revient très, très vite. En plus tu rajoutes à ça toute la symbolique alchimique et tout et ça Mm. devient super intéressant. D'ailleurs c'est rigolo parce que le livre de Marianne Chaillan m'avait pas mal éclairé sur des éléments de Fullmetal Alchemist. Du coup voilà, c'était tout est lié. Bien, est-ce que tu aurais des conseils de lecture en général à proposer, des livres? Parce que je sais que sur ton blog, tu fais parfois des reviews de tes Ouais, je fais des lectures. chroniques. Voilà, Bah, comme ça, là, en 5 minutes, non, pas trop, mais bon, après, le blog sert à ça, hein, j'ai pas forcément d'idée quand on me demande comme ça à chaud. Après, je peux aller regarder rapidement ce que j'ai fait comme chronique. Et après, bon, si je dois en citer un quand même, je vais parler de ma dernière découverte de l'année, hein, #Murder, ce qui est un roman pour ados ou jeunes adultes, mais que j'ai vraiment adoré. Il y a aucun intérêt philosophique particulier. C'est juste que voilà, il y a un auteur qui a réussi à mettre dans le même livre des princesses Disney et des cannibales. Et ça, mais c'est du génie, comme j'ai jamais vu. Et franchement, mais alors, voilà. Donc ça a été vraiment mon énorme coup de cœur de l'année 2020. Voilà. ok. Donc si vous pouvez vraiment, comme ça, en 5 minutes, recommander un truc, mais j'ai vraiment envie de faire de la pub pour ce livre, parce que ça, c'est formidable d'avoir eu cette idée. Et c'est l'idée que j'aurais pu avoir, sincèrement. Parce que les cannibales, j'aime bien. Généralement, quand je parle de culture, je prends l'exemple des cannibales et je passe beaucoup de temps à expliquer toutes les formes de cannibalisme et tout. Bon, le problème, c'est que les élèves ont que ça en général et pas du tout le reste du cours, mais bon, c'est peu importe. Voilà, bon, Disney, on a bien compris, hein, que j'aime bien aussi. Ouais, du coup, il y a à la fois l'anthropophagie et les princesses Disney, du coup, ça ne peut que te plaire. Totalement.
Ok, bon bah écoute, je te propose de clore sur ça, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, un petit mot pour la fin du coup. Li- Non. à part Euh, aller lire tes livres. ouais, mais c'est bon, je vais dire, allez, Mélie, donc non. Bon bah en tout cas, bah merci. Non, mais bon, après, s'il y a des gens qui, oui, voilà, limite, je veux dire, si, l'avantage de, j'ai pas parlé de l'auto-édition, en tout cas, ça, j'aurais pu, mais bon, Bah tu vas en c'est pas grave, parler? c'était pas spécialement le sujet. Bon, c'est pas spécialement le sujet et, euh, non, mais je voulais juste dire que, bon, l'avantage de l'auto-édition, c'est qu'on est très contact avec les lecteurs et, bon, moi, je suis très active sur Twitter et j'essaie de répondre à tout le monde et puis, je participe beaucoup, donc s'il y a des questions à me poser, je suis toujours, voilà, je suis toujours disponible pour parler, que ce soit sur la philo, j'ai parfois des gens enfin des élèves de terminale d'autres endroits qui viennent me demander de l'aide sur certains sujets, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas les dissertations à la place des élèves par contre, hein, je le dis quand même, j'ai déjà eu la demande. Euh, voilà, des gens qui viennent me poser des questions aussi justement sur l'auto-édition pour savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir distinguer avec l'édition à compte d'auteur parce que c'est pas la chose et qu'on connaît trop, pour ça confondre un petit peu. Voilà, donc quel que soit le sujet, je suis active sur les réseaux sociaux. Ok, Voilà. moi j'aimerais dire que t'es quand même sympa parce que tu leur réponds aux élèves. Parce que moi À toi, tu leur réponds pas. j'ai tendance à les renvoyer un peu poulet. Genre Non, dans mais j'ai bon cœur, j'ai je bon suis cœur. Tu sais, parce qu'en général, je m'énerve. Quand je reçois le message, je m'énerve, je suis dans la maison, je crie dans tous les sens. Je dis, j'en ai marre de ces gens-là qui se croient tout parmi. Et puis après, je les aide quand même parce que j'ai bon cœur. bah, Ou parce que je suis un pigeon, hein, ça dépend, on voit les choses comme on veut. on n'est jamais assez trop gentil. on, va, Non, on va conclure sur ça. Bon bah en tout cas, très bien. Caroline, merci d'avoir participé à cette interview. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et ben voilà, Merci de m'avoir invité. et je conseille ben, à nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil sur tes livres, sur tes romans aussi, on n'en a pas trop parlé. Bah, aller te suivre sur Twitter et aller lire ton blog. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous. 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 Prenez soin de vous.